Bonjour, je vais aller directement dans la présentation parce qu'on manque de temps. Donc voilà, lecture de l'espace colonial à travers des ressources non normatives, une expérience pédagogique dans le construit de sens. En fait, ce que nous allons vous présenter ici est une expérience d'enseignement. Dans la lecture, peut-être... voilà. Dans la lecture peut-être double, c'est-à-dire que d'un côté, dans un premier niveau de lecture, il concerne l'expérience elle-même et ce qu'elle a suscité chez les étudiants de remise en question sur l'interprétation des perceptions de l'espace, de son vécu, et également sur les projections des usagers. Et puis dans un autre niveau de lecture, il s'agit de l'observation distanciée par rapport à notre propre pratique pédagogique, c'est-à-dire au terme d'une pratique réflexive qui tente d'éprouver notre position de médiateur entre le savoir et la preuve. Donc je commencerai directement par l'aspect pratique des choses, c'est-à-dire le contexte d'application. Il s'agit d'un exercice qui tente de faire comprendre à des étudiants en architecture les facteurs sous-jacents qui tendent au dysfonctionnement d'un fragment urbain particulier. Il s'agit d'un fragment urbain dans une ville algérienne qui est Mostaganem, d'où sont issus ces étudiants. Donc il s'agit d'une analyse urbaine tout à fait classique. Il s'agit d'identifier un environnement proche, décoder cet environnement, comprendre le contexte urbain, morphologique, mais aussi social et historique, et puis appréhender les enjeux liés aux différentes stratégies d'élaboration de la vie. Donc je vous montre déjà une photo aérienne de la ville de Mostaganem, et l'œil averti remarquera directement qu'il s'agit d'une ville somme toute classique, avec une trame orthogonale qu'on connaît tous, mais qu'il y a quelque part ici un fragment organique. En fait, les étudiants étaient censés travailler sur cette partie de la ville qui représente le centre-ville. Voilà. Et puis, après, tout ce qui reste, c'est une extension coloniale, une extension dans le cadre du plan de Constantine, et le reste c'est une extension postcoloniale. Nous allons plus en détail ici, et vous pouvez remarquer que dans sa configuration actuelle, le centre-ville qui se trouve ici est en fait intimement relié à un village arabe précolonial qui pose un problème de dysfonctionnement par rapport à la ville. Ici, je vous montre une rupture morphologique dans la ville qui est un oued, c'est-à-dire une rivière qui fractionne un peu cette ville-là. Et puis, vous remarquerez ici un ancien quartier arabe qui s'appelle Tijdit et qui est de configuration, disons, médiévale. Et puis, ici, c'est-à-dire c'est une ville ancienne turque qui regroupait et la population turque et une population hétérogène formée de ce qu'on appelle des hdar, c'est-à-dire des citadins arabes qui venaient pour la plupart d'Andalousie après qu'ils aient été chassés, et puis aussi de Koulougli, c'est-à-dire des descendants des janissaires turcs qui se sont liés aux Arabes. Et cette ville-là est fortifiée, il y a un fort turc ici, et puis cette partie de la ville a été modifiée par la colonisation. On remarque d'ailleurs que la trame orthogonale existe ici, alors qu'ici il s'agit toujours d'une configuration médiévale. Donc on peut remarquer ici le quartier turc, le quartier Koulougli Erdal, et ici le centre-ville colonial. Donc tout cela représente en fait le centre-ville de Mostaganem. Donc quand on a demandé aux étudiants de travailler sur l'analyse de ce fragment urbain, il s'est agi avant tout de travailler sur des supports. Ces supports, nous les avons appelés des supports normatifs, c'est-à-dire qui se sont référés à une cartographie, etc. Et donc, ce qu'ils ont décelé de prime abord, c'est cette difficulté de liaison entre le quartier arabe et le centre-ville qu'on appelle maintenant colonial, alors qu'en réalité, il démarre d'une base de ville turque à l'origine.
Nous remarquerons donc qu'il y a une liaison physique unique entre ces deux entités, et donc il y a une rupture de séquence. Il s'agit en fait d'une lecture au premier degré. Les premières observations, c'est que Mostaganem représente un centre-ville duel. Il y a des ruptures séquentielles, des ruptures identitaires, parce que les populations qui habitent dans ces différents fragments s'identifient aussi à des origines différentes. C'est-à-dire que certains s'estiment arabes, d'autres estiment qu'elles sont descendantes des Turcs, etc. Et donc il y a un antagonisme, des antagonismes entre le quartier arabe et le centre-ville européen. Maintenant, les pistes de réflexion qui se sont détachées de cette lecture, ce sont les stratégies d'urbanisation coloniale. Les étudiants se sont fixés sur cette stratégie d'urbanisation coloniale. Ils se sont posé la question de l'assimilation ou de l'association des tissus existants de la part des colons. Et puis aussi, ils se sont beaucoup axés sur les politiques de regroupement colonial qui sont des politiques néfastes, qui tendaient à une certaine claustration des Arabes dans les quartiers anciens et une réappropriation de ces tissus qui les aidaient à s'étendre et donc une certaine ostentation. Alors nous pouvons le voir à travers l'évolution, disons, de la tâche urbaine. Là, il s'agit du quartier arabe. Vous remarquerez que les colons se sont affairés à relier les deux entités turques et koulouglier arabe pour pouvoir créer une ville coloniale qui s'est étendue. Le quartier arabe n'a pas bougé. Donc là, nous sommes dans une configuration que Marc Cotte, qui est un géographe qui a beaucoup travaillé sur l'Algérie, nous explique par... il dit que l'espace actuel est un espace composite construit sur la société, par la société, mais intégrant des éléments du passé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une superposition de plusieurs espaces. Maintenant, comme première lecture, les premiers constats pourraient suffire à dresser un état de fait des dysfonctionnements. Il s'agit en fait d'une analyse typomorphologique et de l'élaboration de cartes mentales. Donc il y a une extension de la dualité chez les usagers, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a un territoire, mais deux villes et deux sociétés différentes. Mais cette dualité est exacerbée par des structures viaires antinomiques, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture dans le tissu colonial et il y a une certaine fermeture dans le tissu arabe ancien. Et puis il y a une pérennité de cet état de fait par les divisions sociales et fonctionnelles. Maintenant, à partir de là, nous avons essayé, dans notre expérience pédagogique, de soulever la problématique des ressources. C'est-à-dire que les étudiants ont tout le temps des difficultés à trouver des ressources fiables et assez nombreuses afin de procéder à un croisement des données. Donc, nous avons réfléchi sur une stratégie à adopter. Donc, la création des supports cartographiques, c'est tout à fait classique. Le retour vers les témoignages des usagers, oui, mais ces témoignages ne sont pas tout à fait fidèles à l'état de fait, parce qu'ils rendent compte d'un certain vécu, mais d'un certain vécu qui est dirigé par un certain parti pris par rapport à la politique d'extension coloniale, etc. Et puis, nous avons réfléchi finalement à l'intégration des supports non normatifs. Alors, pour les supports cartographiques, il s'agit d'un espace perçu, c'est une lecture morphologique. Pour le retour vers les témoignages des usagers, il s'agit de l'imagibilité à travers l'espace vécu, pour rester dans la thématique de la journée. Et puis l'intégration des supports non normatifs doit révéler cet inconnu, cet espace rêvé. Donc, cette problématique des ressources, elle a été beaucoup discutée à travers l'archivage en Algérie. Benjamin Stora parle de perte d'histoire, de fermeture d'archives et de silence des acteurs. Et puis, il y a un chercheur qui dit que la société algérienne ne semble pas vouloir sortir de son statut de société orale, qui donc n'a pas besoin de conserver la chose écrite. Et pour cela, il a fallu intégrer des ressources et travailler dans le cadre d'une remédiation. C'est-à-dire que dans la stratégie didactique, nous avons introduit à un moment donné des ressources
que nous avons appelées non normatives, c'est-à-dire qui ne semblent pas de prime abord valables pour les étudiants, et nous avons observé l'effet de cette remédiation. C'est ce que nous allons vous montrer maintenant. Donc, il s'agit en fait de développer une démarche didactique qui inclut dans la méthodologie des étudiants une réceptivité aux ressources implicites afin d'institutionnaliser la sensibilité et l'émotion comme plus-value à la lecture de l'espace. Donc, il s'agit finalement après que les étudiants aient construit un sens à leur lecture, de déconstruire ce sens à travers l'introduction de certaines ressources ignorées, puis d'observer la reconstruction de ce sens de l'espace. Donc la typologie des ressources, il s'agit de données objectives, ce sont les supports explicites, mais il s'agit aussi de données subjectives, c'est le recueil des sensibilités pour aller vers le construit de sens, comme le dit Patricia Lodati. Donc, nous avons commencé par une citation, un passage d'un roman. En fait, c'est un texte tiré d'un roman autobiographique qui ressasse le parcours d'un jeune Mostaganémois habitant dans la partie occidentale de la ville et son éveil aux conditions coloniales qui l'a mené à rejoindre les troupes révolutionnaires. Donc, l'action se situe ici, à côté de ce marabout, où il peut observer toute la ville, en fait, ici le quartier arabe, ici le quartier colonial, et il commence à décrire un peu cette ville. Voilà. Donc il dit, parvenu au sommet, on se retournait, la ville s'étendait à nos pieds, tellement belle, etc. Bon, je passe rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Au pied de la colline, elle s'étalait en pente douce jusqu'à la mer Mostaganem. Plus bas à notre droite s'étalait le quartier de Tijdit, une kasbah blanche pareille à toutes les kasbahs d'Algérie. Une ville de maisons cubiques aux murs chaulés, aux ruelles étroites et aux terrasses communicantes. Tijdit, c'était la ville basse. Ces maisons servaient à l'habitation, mais aussi d'épicerie, de boulangerie, de bains morts, de gargotes et autres petits commerces, ainsi que d'écoles dites franco-indigènes. Donc je vous laisse un peu imaginer la sensation de ces étudiants et comment ils ont ressenti l'espace à travers ce passage qui est quand même assez partisan. Hein. Entre les boucles de l'Oued, il y avait des quartiers, etc. Ils commencent à décrire le quartier colonial. Alors, les quartiers d'aspect européen étaient modernes, percés de rues et de larges avenues. Il y avait aussi des villas somptueuses, des buildings imposants, les lycées, les collèges, etc. L'hôpital, la banque, la chambre de commerce et tout. Et les belles salles de cinéma. Dans le faubourg se trouvaient aussi la synagogue, la prison et les bordels. Donc, vous voyez un peu cette prise de position partisane et ce qu'elle a pu attiser comme sensation chez les étudiants. Donc, je vous montre aussi, vous allez voir ici les mêmes prises de vue actuelles et vous verrez que finalement l'aspect n'a pas trop changé. Donc, ces sensations sont restées les mêmes. Ce passage-là date des années 50 et vous remarquerez que les aspects n'ont pas changé. Donc, alors, le passage cité a créé une posture sensible chez les étudiants par rapport à l'espace perçu. Il ne s'agit plus d'une lecture détachée du contexte, mais d'une adhésion totale à la complexité du ressenti. Donc, cet apport... alors, je passe directement à d'autres supports qui sont des cartes postales, mais qui sont prises du même point de vue, mais à des époques différentes. Et vous pouvez remarquer ici comment le changement s'est fait graduellement. Donc on voit ici une porte de la ville turque. Nous prenons repère par rapport à ce temple protestant qui a été le premier édifice construit par les colons. Vous remarquerez la flèche ici pour montrer qu'il est toujours au même emplacement. Et puis, petit à petit, vous voyez qu'il y a une mutation, c'est-à-dire on voit l'émergence d'un clocher, c'est l'appropriation d'une ancienne mosquée par les colons qui l'ont transformée en église. Et puis, petit à petit, on voit une urbanisation de type européen et un effacement de la muraille jusqu'à ce que cette ville qui était turque devienne une ville européenne. L'aspect sur cette prise de vue n'a pas changé jusqu'à présent.
Et donc, nous voyons une systématisation du procédé, c'est-à-dire qu'il y a une intussusception de l'espace, une sorte d'appropriation annihilatrice de l'espace existant. Une autre ville se dessine sur les bribes praticables de la précédente par l'élargissement et la rectification des rues avec la création de grandes places. Ici, nous pouvons voir par exemple qu'après l'indépendance, l'église a été réappropriée par les habitants avec la démolition du clocher qui a été remplacé par un minaret qui essaie de reprendre un peu le style almoravi. Et puis, il y a aussi l'introduction de certaines ressources du type légendes urbaines et pratiques traditionnelles. Par exemple, on peut voir ici, il y a un parcours qui existe toujours, qui est très ancestral, et qui est l'appel à la veillée funèbre. C'est-à-dire qu'il commence à partir d'un espace qui appartient à la sacralité, parce qu'il se trouve dans la partie arabe, et puis à travers une grande procession qui va ramener des gens pour se regrouper finalement à la place d'armes européenne. Donc, et puis, il y a aussi cette légende urbaine qui est quand même assez intéressante, c'est qu'on voit ici une certaine rupture dans la façade urbaine, et tout le monde explique ça par le fait qu'il y ait deux marabouts qui se font face, l'un dans le quartier colonial et l'autre dans le quartier arabe, et qu'ils étaient amis avant la colonisation, et que donc toute construction qui s'est faite dans cette partie-là s'est effondrée. Donc c'est une légende comme ça, et c'est comme ça que les Mostaganémois expliquent cette rupture dans cette façade urbaine. Donc je passe rapidement vers l'impact de ces supports non normatifs dans la lecture et dans la sensibilité. Donc il y a une lecture de la ville au-delà de la typomorphologie, une dualité de fait, et une ville dans la ville finalement. Donc cette sensibilité, on la décrit finalement par un espace perçu unanime et un espace vécu équivoque. L'espace perçu, c'est une dualité figée, quartier arabe, quartier colonial, mais l'espace vécu, c'est une dynamique de l'altérité, c'est-à-dire qu'il y a une ville dans la ville finalement. Donc voilà, bon, je passe sur le retour empirique, c'est-à-dire les références. Directement, les axes qui sont dégagés à travers cette expérience, c'est que dans un premier temps, l'approche des ressources non normatives apporte des éléments nouveaux dans la compréhension de l'espace. Les étudiants sont poussés à envisager des données complexes comme des objets de médiation. La corrélation des données sensibles avec les ressentis qui émergent de ces données a pour effet de placer la perception de l'espace au-delà de sa nature intrinsèque en introduisant des sensibilités des usagers. Les étudiants ont alors conscience qu'ils sont eux-mêmes des usagers, ils doivent alors faire un effort d'objectivation. Donc nous sommes allés d'une vision binaire qui allie typomorphologie à structure sociale, à une vision beaucoup plus systémique, disons, à travers un niveau de lecture complexe qui allie la typomorphologie à la structure sociale et aussi à des références historiques. Et c'est dans le perçu que nous avons basé notre démarche expérimentale. Bon, j'ai essayé d'aller vite. Hein. Donc, merci de votre attention. Merci Nabil. On a le temps peut-être pour une question expositive. Merci. Bon, merci Nabil pour ta présentation. Alors, j'ai tout d'abord une remarque et ensuite une question, je vais essayer d'aller assez vite. Lorsque donc, tu parles de ressources non normatives, donc, tu utilises le récit romanesque. Donc, par rapport aux étudiants, donc, il faut absolument qu'ils soient originaires de cette région pour que ce récit romanesque puisse construire un sens pour ses lecteurs. Quelqu'un qui est complètement étranger à ta région ne pourra pas faire reconstruire un sens justement en lisant le récit dont tu as parlé. Donc ça c'est juste une remarque donc, de non-transposabilité possible par rapport à des gens qui seraient extérieurs à cette région. Et ma question c'est par rapport à la fiabilité justement de ces ressources. Comment est-ce qu'on peut déterminer la fiabilité d'une ressource puisqu'elles sont non normatives, c'est-à-dire qu'elles exigent justement une fiabilité autre. Donc comment on peut la déterminer et dire si un récit n'est pas trop romanesque et dont les élèves peuvent se servir dans leur analyse urbaine. Alors,
par rapport, je réagirai déjà par rapport à ta remarque, parce que, en fait, quand nous avons introduit ces ressources-là, nous avions conscience qu'il y aurait des interprétations différentes. Et donc, nous ne nous sommes pas posé la question de l'origine de l'étudiant, mais plutôt, disons, que nous avons placé ça dans un domaine d'intersubjectivité, c'est-à-dire que le sens, finalement, appartient au lecteur et non pas à celui qui écrit. Et nous avons essayé de transposer ça à toutes les ressources. Finalement, ce qui nous intéressait, ce n'est pas de comprendre le sens de l'écrivain, mais plutôt de voir comment le sens est fabriqué finalement par celui qui lit ou qui voit cette ressource-là. Donc, pour cela, nous ne nous sommes pas posé la question de l'origine de l'étudiant, parce que chacun pourra lire et interpréter et donner un sens. Et finalement, c'est à la fin, dans la confrontation des étudiants, que naît un sens commun finalement. Par rapport à la normativité, j'ai expliqué au départ qu'il s'agit finalement d'une expérience et que notre objectif, c'est bien de pouvoir trouver un sens aussi à la norme. Qu'est-ce que la norme dans les ressources et comment pouvoir arriver à étendre ce principe de normativité à ces ressources-là par rapport à cette problématique de manque d'archives. Donc il s'agit vraiment d'une expérimentation. Merci. Je suis désolée, on n'a vraiment pas le temps pour d'autres questions.